Salut les barbares, c'est Oleg. Voilà, donc je fais cette première vidéo dans la catégorie renforcement mental. Enfin, c'est la dernière chose que j'avais pas encore traitée et pourtant c'est vraiment quelque chose de très très riche et de passionnant. C'est probablement ce qu'il y a de plus passionnant même. Cependant, c'est assez difficile à appréhender. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de manière très simple. Je vais essayer vraiment de, entre guillemets, de vulgariser, même si j'aime pas le mot. Le but, c'est vraiment d'être pédagogue et que tout le monde puisse comprendre cela. On n'est pas dans une logique, j'ai une science et puis j'essaie de vous vendre un service. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est beaucoup ça. Hein, on a les psychologues, les machins, en général, ils vous expliquent pas grand-chose. Ce qu'ils veulent, c'est que vous veniez les voir sans vraiment vous expliquer quel est votre problème. Enfin bref, voilà. Quand je parle de renforcement mental, je ne parle pas d'accumuler des connaissances. Je ne parle pas de lire 15 000 bouquins. Je ne parle pas de devenir un expert en mathématiques. Je ne parle pas de devenir je parle pas d'avoir des réflexes tonitruants. Non, je parle d'un autre aspect de l'intelligence, d'un autre aspect du cerveau, un aspect complètement occulté, un aspect jamais travaillé en Occident. Tout ceci a à voir avec l'attention, avec la conscience, avec la volonté et surtout à comment on projette notre attention. Il faut savoir que je parle en réalité de méditation, je parle d'hypnose. Là, ce sont en fin de compte des méthodes. Ce sont des méthodes de travail, de renforcement du cerveau. Il s'agit d'un exercice qui permet de développer réellement les capacités de son cerveau. Savez-vous que, et c'est Einstein qui le dit, donc très grand scientifique Einstein, savez-vous que nous n'utilisons que 10% des capacités de notre cerveau. Seulement 10% de nos capacités cérébrales sont utilisées selon Einstein et selon de nombreux scientifiques. Et pourtant, nous avons de grands intellectuels, nous allons à l'école, nous apprenons des tas de choses. Mais en réalité, nous ne faisons qu'améliorer ces 10%. On va peut-être arriver à 11-12%, mais on travaille en réalité toujours sur une même partie du cerveau et on oublie complètement de travailler les 90 autres pourcents qui sont là au repos, non utilisés. Et oui, voilà un premier petit secret qui finalement n'est gardé que par l'incrédulité des gens, puisque c'est officiel, on n'utilise que 10% du cerveau. Mais qui en a vraiment conscience de ce fait? Ce qu'il est surtout important, ce serait plutôt de se poser la question, mais comment travailler les 90 autres pourcents? Eh bien, la réponse est tout aussi simple, mais pourtant tout aussi méconnue. C'est l'exercice méditatif. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, on n'entend jamais parler de ça, ou si peu, je dirais, surtout chez nous dans nos sociétés modernes. Et pourtant, nos ancêtres barbares, nos ancêtres vikings, nos ancêtres gaulois méditaient. Oui, ils méditaient. Et donc, ils travaillaient ces 90 autres pourcents. Eh bien, la méditation permet de réveiller cette partie du cerveau endormie, oubliée et atrophiée. Comment est-ce que cela se passe techniquement, dirons-nous? Eh bien, les 10% du cerveau que nous utilisons sont stimulés par nos sens, c'est-à-dire par le monde extérieur. Je vais expliquer tout ça en donnant deux notions. La première, c'est le monde extérieur et le monde intérieur. Le monde extérieur, ça va être tout ce que l'on peut visualiser grâce à nos sens. Et même lorsqu'on a les yeux fermés, qu'on est silencieux et qu'on pense,
eh bien ces pensées sont malgré tout issues du monde extérieur matériel. Et il y a un deuxième monde, c'est le monde que j'appellerais monde intérieur, qui lui n'a rien à voir avec le monde matériel des sens et qui ne reçoit pas ces informations par ce biais. Un exemple d'information qu'on pourrait avoir du monde intérieur, c'est l'intuition. L'intuition, ça nous vient comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. Ça pourrait être également l'instinct. Mais quand je parle d'instinct, je parle des hauts instincts, pas des bas instincts. Pas des instincts animaux, pas des instincts sexuels. Ça n'a rien à voir. Je parle de choses qui viennent d'en haut, de façon comme ça, instinctive. Eh bien, ils proviennent de ce que j'appellerais le monde intérieur qui, lui, n'est pas connecté à nos sens. Ensuite, pourquoi donc avons-nous complètement oublié ce monde intérieur qui semblerait être accessible aux 90 autres pourcents du cerveau et qui permet en tous les cas de stimuler les 90 autres pourcents du cerveau? Eh bien, nous, hommes modernes, nous sommes comme des coqs. Nous sommes fiers, nous sommes orgueilleux, nous dominons notre basse-cour. Et pourtant, le coq a des ailes. Mais l'avez-vous vu voler? Non, le coq est tellement content de lui-même, son orgueil n'a d'égal que son ignorance et sa faiblesse. Car oui, si le coq a des ailes, c'est pour voler. Mais malheureusement, il a été domestiqué. Et depuis tant de générations, il s'est avili, il s'est ramolli dans la facilité de la vie de basse-cour où on lui donne à manger tous les jours. Et ce coq a complètement oublié de voler. À tel point, et depuis tant de générations, que ses ailes se sont atrophiées. À tel point que dans la basse-cour, des rumeurs circulent comme quoi le coq, il fut un temps, aurait volé. Mais malheureusement, personne n'y croit. Pour cette basse-cour, les limites du monde se situent justement à la clôture de cette basse-cour. Et ces coqs sont tellement fiers de dominer cette basse-cour qu'ils ne se posent même pas la question d'aller voir ailleurs. Ce ne sont que des maîtres de basse-cour. Et donc finalement, ce ne sont que des esclaves. Des esclaves dans une basse-cour, mais des esclaves qui ne sont même pas au courant de leurs pauvres conditions. Eh bien, nous, hommes, ces ailes, ce sont ces 90 derniers pourcents de notre cerveau. Et s'il y a un coq qui souhaiterait retrouver l'usage de ses ailes, aurait certainement besoin de régulièrement se jeter dans le vide, de pas trop, bien sûr, de façon à ce qu'il ne meure pas de sa chute, mais il aurait effectivement intérêt à sauter régulièrement dans le vide pour tenter de réveiller ses vieux instincts d'envol. Eh bien, l'homme, pour stimuler cette partie de son cerveau, c'est la même chose. Il a intérêt à régulièrement se jeter dans le vide. Il faut comprendre ce que c'est que l'attention. L'attention, si vous voulez, c'est la vigilance. C'est ce dont vers quoi vous portez votre attention. À quoi vous faites attention. Et lorsque je regarde la télé, je donne mon attention, je porte mon attention à cette télévision. Lorsque je lis un livre, je porte mon attention dans ce livre. Lorsque je suis agressé dans la rue par une fort belle femme avec une fort belle mini-jupe et que mes instincts de reproduction sont stimulés, c'est une agression. J'en suis désolé aux jeunes femmes, mais c'est une réalité. Eh bien, là aussi, mon attention donc est portée à cette femme. Mais on voit bien qu'il y a également dans l'attention deux types d'attention. Il y a l'attention, je dirais, instinctive de survie, qui est tout ce qui est relatif à la survie, donc la défense, la reproduction sexuelle, qui va venir littéralement absorber mon attention, qui va venir me la voler. Quand cette femme va passer, je vais oublier tout ce à quoi je pensais. Je vais oublier mes soucis.
il va y avoir des hormones qui vont commencer à se sécréter. C'est comme si on avait pris mon attention. Cette attention, ce premier type d'attention est celui de la survie. Et ce n'est pas nous qui en sommes maîtres, c'est le monde extérieur qui prend le pas et qui nous contrôle. Lorsque je regarde une publicité avec de la violence, des meurtres, c'est également le même type d'attention qui est sollicité, l'attention de survie. Et donc ce n'est pas moi qui dirige mon attention. Et c'est là où justement il y a le deuxième type d'attention qui est l'attention dirigée par notre volonté. C'est l'attention qui est dirigée par notre intérieur en réalité. C'est moi-même, vraiment mon intérieur, qui décide ce dont vers quoi je vais porter mon attention. Eh bien ce type d'attention est malheureusement trop peu travaillé, trop peu entraîné dans notre monde. Au contraire, dans notre monde, on est dans un monde d'apparence et d'illusions avec des panneaux publicitaires partout, des sollicitations extérieures partout de notre attention animale. Et déjà, donc, une première explication, c'est celle-là. C'est que l'attention qui permet d'appréhender le monde intérieur, et donc les 90% du cerveau manquant, c'est un type d'attention que nous nous exerçons trop peu à l'utiliser. Nous l'utilisons lorsque nous décidons de notre propre chef, par exemple, de prendre un livre. Nous l'utilisons lorsque nous décidons de penser à une certaine chose. Mais malgré tout, même en faisant cela, c'est-à-dire si vous lisez beaucoup, etc., vous réfléchissez beaucoup, on n'y est toujours pas. C'est-à-dire que même en faisant ça toute votre vie, vous ne stimulerez toujours pas les 90% qui restent. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore un autre secret. C'est que ce monde-là et ces 90% du cerveau-là ne sont pas destinés au monde des sens. Et même lorsque je focalise mon attention par moi-même, donc à partir d'une volonté intérieure, mais vers des choses matérielles, c'est-à-dire du monde extérieur, eh bien encore là, je vais toujours solliciter cette même partie de ma conscience, c'est-à-dire ces mêmes 10%. Et donc, je ne stimulerai toujours pas la bonne partie du cerveau. Donc, pour récapituler sommairement, 2 types de monde, 2 grandes zones du cerveau, 2 types d'attention, toujours avec une partie extérieure et une partie intérieure pour chacune de ces choses. La conscience a besoin d'être remplie. Or, nous comblons ce vide perpétuellement avec nos sens, avec des images du monde extérieur. Et si nous arrêtons de combler ce vide mentalement, nous serions donc dans un vide, comme le coq. Et donc, c'est là où nos ailes, peut-être, pourraient revenir. C'est bien là le secret. Pour travailler ces 90 derniers pourcents, il faut tout simplement arrêter de travailler les 10%. Pas globalement, pas totalement, mais par période. Se jeter dans le vide, c'est ne plus penser au monde extérieur. Se déconnecter du monde extérieur, se déconnecter de ses sens. Mais voilà, l'attention a besoin d'être projetée sur quelque chose. Alors, il faut projeter son attention sur son souffle, sur sa respiration. Car elle est le point le plus proche de la zone que nous cherchons à réveiller. Ces fameux 90% qui nous ouvrent les portes d'un autre monde, le monde que j'appelle intérieur. Nous ne savons pas où il est, nous ne savons pas où il se situe, nous n'avons pas d'emprise directe sur lui. Nous ne pouvons que préparer son nid, nous ne pouvons que se préparer à l'accueillir éventuellement. Mais nous pouvons forcer cette partie du cerveau à se réveiller. Et pour cela, eh bien, jetons-nous dans le vide afin de retrouver ses ailes mentalement. C'est-à-dire, faisons le vide dans notre esprit. Focalisons notre attention intérieure vers quelque chose d'intérieur en nous-mêmes. La sensation de notre souffle, tout simplement. Respirons, respirons, seulement respirons. Faisons cet exercice quelques minutes par jour. La seule vraie technique de méditation que l'on devrait pratiquer, parce qu'il y a des cours de méditation en public, collectif,
Mais la seule vraie méditation qui importe, celle préconisée par le Bouddha, le vrai, c'est d'être seul, par Rodin.